Donc, nous allons commencer avec Daniel Tilmasian, qui est le CEO de The Boss Company, avec lequel nous avons travaillé déjà plusieurs fois sur tout ce qui était tourisme et handicap. Telecom Valley a fait il y a quelques années une journée tourisme spéciale sur tourisme, handicap et technologie, bien sûr, et avec un livre blanc qui a des répercussions nationales et européennes. Et suite à ça, nous avons continué systématiquement à expliquer pourquoi savoir s'adapter aux touristes en situation de handicap est quelque chose d'important. Parce qu'un touriste handicapé, d'une part, a le droit de faire du tourisme comme tout le monde, mais en plus est rarement seul. Et donc, quand il vient, par exemple, chez nous, de Paris ou d'ailleurs, eh ce n'est pas une nuitée, ce n'est pas lui, parce qu'il est accompagné. Donc, c'est aussi une bonne chose pour le tourisme. Le livre blanc Handicap, TIC et Tourisme est d'ailleurs toujours disponible, pas tout à fait à jour, mais pas trop, sur le site de Telecom Valley. Donc, nous allons donc écouter, dans ce cadre-là, Daniel Tilmasian de The Boss Company a proposé de faire un petit test de bienveillance dans le tourisme avec la communauté, et il va nous nous donner les résultats de ce qui a été fait pour ce test, au niveau de savoir ce que chacun d'entre nous, quel est notre niveau d'appréhension et de connaissance de la bienveillance et du handicap. Daniel ? Allô ? Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de temps à se connecter. Oui, a priori, il semble être là. Ouais. Sachant que… C'est bon, il est là. Voilà, Daniel est là. Bon, bonjour Daniel. J'ai expliqué un peu le contexte globalement de ce que nous faisons dans la commission pour le handicap, la communauté, pardon, par la commission. Et donc, nous t'écoutons par rapport au retour de la petite enquête qui a été faite. On ne t'entend pas, Ouais. pas assez. Voilà, on te voit, mais on ne t'entend pas pour l'instant. Non, on ne vous entend pas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous verrez, il y a un petit bateau derrière. Daniel est un fan de navigation. Non seulement fan, mais un professionnel de cela. D'où le nom Blue Ocean Sailor Company. Je meuble comme je peux. Hein. Par contre, au niveau du support, Marie, tu peux mettre le support en même temps? Le support. Oui, il a envoyé un petit PowerPoint. Alors moi, je l'ai pas eu. Je vais vérifier. Je sais pas. Je croyais que tu l'avais. C'est les résultats. Ce sont des résultats, Oui. c'est ça? Ok. Oui. Bon, c'est bon, je l'ouvre. Là? Oui. Daniel, est-ce qu'on t'entend? Non. C'est sûr que sur Zoom, tu as bien mis le petit micro qui était… Ah oui, non, mais c'est Daniel, je pense qu'il y a un problème de son. Daniel, essayez d'enlever votre casque, peut-être, et de parler directement. De parler sans casque, oui. De temps Ouais. en temps, parler directement dans le micro de l'ordinateur, du téléphone, en enlevant le casque, peut-être. Non. Pas mieux. On peut peut-être faire passer un autre intervenant ou… Non, si tu peux mettre Ok. le PowerPoint, je résultat… peux un petit peu commenter, Daniel. Hein? Vous le voyez normalement. Il va arriver. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, on a envoyé il y a à peu près 3 semaines un questionnaire sur une vingtaine de questions sur ce que nous connaissons tous ou pas de la bienveillance, des différents types de handicap. Et on se rend compte que finalement, on en connaît moins que ce qu'on pense. Même celui qui avait fait le livre blanc avec nous n'a fait que 75% de bonnes réponses. Donc, c'est bien la preuve qu'il est important d'informer les uns et les autres sur le sujet. Et c'était aussi dans le cadre du dispositif
tous concernés, tous mobilisés du ministère en charge du handicap. Alors, si on regarde les réponses de la page suivante, alors, on se rend compte que bon, il y avait quelques questions plus générales pour commencer sur le handicap, où 50% c'était approximativement ce qui a été trouvé. Comportement générique, donc tout type de handicap, à 54%, et ensuite, ça a été par type de handicap. Parce que les gens s'imaginent tous que le handicap, c'est uniquement, enfin, j'imagine pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, que c'est juste les gens, les malvoyants et les gens en chaise roulante. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, les questions ont été de différents types. Il y a 20 questions, dont certaines, à chaque fois, 3 réponses possibles, de 1 à 3 réponses possibles. Et donc, d'une part, le handicap mental, cognitif et psychologique. Donc, finalement, les gens ne sont pas si mauvais sur leur appréhension. Le handicap moteur qui est assez connu, et le sensoriel, par contre, les répondants. Et les répondants, on a eu de toutes sortes. Hein. En groupe, témoignages d'entrepreneurs, témoignages de PME, ça a été très varié. Et donc, par rapport à tout ça, voilà un petit peu la manière dont on appréhende le handicap. Et si et par rapport à des gens qui sont de la communauté tourisme, donc on parle bien de ce qui peut se faire par rapport au tourisme, au digital et au tourisme. Et quand on regarde bien ça, on se dit que, par exemple, certains offices du tourisme et autres pourraient peut-être se heurter à ces problématiques et donc se frotter au questionnaire en question, qui s'appelle M-Tool for Care, pour voir comment ils pourraient s'adapter plus facilement aux personnes en situation de handicap. Page suivante. Alors, suite à ça, bien sûr, il est donné, c'est globalement de la communauté de tourisme de Télécom Valley, on a eu 3 étoiles sur 5. Bof, 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 on pourrait faire mieux. Donc, avec une 13,8 sur 20. Donc, dans ce cadre-là, c'est une expérience, on voulait voir dans la suite, comme je disais, de notre livre blanc TIC Tourisme du handicap. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. D'ailleurs, nous avons été invités aussi au ministère par la secrétaire d'État pour discuter de ces éléments-là. Voilà un petit peu ce que moi je peux dire par rapport à tout ça. Peut-être que Daniel en aurait parlé plus, mais comme je savais ce qu'il proposait, bon, il fait des signes, il fait oui de la bouche. On a compris qu'il faisait oui de la bouche. Voilà. Et comme il doit aller travailler, comme tout le monde, mais là il a un rendez-vous, c'est pour ça qu'il a voulu passer en premier. Et je le remercie pour avoir offert à la communauté la possibilité de nous tester par rapport à cette bienveillance. Maintenant, je vous donne la parole à Emmanuel Bobin, le directeur du lab de Nîmes, ça se ressemble, Open Tourism Lab, qui va un petit peu nous expliquer, s'il est d'accord, comment ils ont adapté les solutions par rapport à la crise sanitaire. Emmanuel, à toi. Oui, merci Jean-Bernard. Donc oui, peut-être en un mot, Open Tourism Lab, que fait Open Tourism Lab? Donc on a aujourd'hui un positionnement de plateforme d'open innovation où d'un côté on accompagne des startups sur des programmes d'accélération et d'un autre côté donc on accompagne à la fois des territoires et des grands comptes dans leur démarche d'innovation. Donc c'est de bien avoir d'un côté voir tout ce qui émerge comme idée innovante et comme projet innovant du côté des startups et d'un autre côté d'avoir les pieds bien ancrés dans le terrain avec l'ensemble de nos partenaires ou territoires sur les problématiques qu'ils rencontrent et les enjeux. Et plus particulièrement, vu ce qui s'est passé il y a 3 mois, depuis 3 mois, c'est là où, en tout cas, tout notre modèle prend sens, puisque on n'est pas que à accompagner les startups, on a bien en ligne de mire, beaucoup de nos partenaires nous ont appelés pendant cette période de crise pour nous faire un appel à l'aide en disant mais là voilà, là je dois complètement réadapter mes services, mon business model, ma vision, mes ambitions. Et donc comment justement l'innovation au travers de ce que vous voyez par les startups ou dans votre approche design, puisque moi j'ai une équipe, donc en interne on a une équipe de designers, comment on peut mieux s'adapter à ces nouvelles conditions de marché.
Donc voilà, enfin, globalement, je veux dire qu'on n'accompagne pas que des startups, mais on accompagne en fait toutes les démarches qui vont vers l'innovation et de créer les conditions de la rencontre entre le monde des startups d'un côté et ce monde des opérateurs, qui soient privés ou publics. Concernant, en tout cas aussi, ce qu'on a fait auprès des startups à partir du 16 au 17 mars, on a essayé de faire de notre mieux et l'équipe, là, je dois vraiment les remercier parce qu'on a mis les bouchées doubles et on a même géré une densité de travail comme on n'avait jamais eu les années précédentes. Déjà, je vais vous raconter notre histoire, mais peut-être en deux étapes. Enfin, la première étape, c'est que dès le 16 ou 17 mars, il y a eu une action immédiate à deux niveaux, où le premier niveau, comme tout un chacun, ça a été le plan de survie, c'est consacré à la trésorerie de chacune des startups, savoir voilà, combien on avait de mois devant nous pour chacune d'entre elles, pour en tout cas celles qu'on accompagne au quotidien, c'est-à-dire 15 startups, et d'essayer de maximiser tous les effets de levier de financement, donc pour se donner à minima 8 mois de trésorerie devant soi, pour envisager évidemment une fin d'année 2020 tranquille et en visant donc de nouvelles tractions commerciales pour l'année début 2021. Donc ça, effectivement, donc là, il a fallu faire preuve de beaucoup de dextérité pendant la période de confinement, quel que soit le dispositif, soit d'aide ou soit d'investisseurs, pour retrouver du cash, en tout cas pour les startups. En parallèle de ça, c'est clair, des nouvelles conditions de marché. Donc nous, on a dit deuxième niveau, après le plan de survie trésorerie, c'est le plan de reboot qui était axé sur tout ce qui était créativité et pivot. Avec, donc, en fait, on a eu un parti pris. On a dit à chacune des startups, il y a certains business qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Et on a eu un parti pris en disant soit vous changez de cible, soit vous changez de métier, mais pas les deux en même temps. Donc, on dit ça, c'est simple à dire, mais quand une startup, un start-upper a travaillé son projet pendant 2-3 ans et qui doit faire le deuil soit d'un travail sur ses cibles ou soit sur son propre business model et son métier et devoir faire ce pivot-là, c'est pas aussi simple que ça déjà de se le dire. Et puis après, il a fallu l'accompagner. Donc c'est là où On fait le micro. Des petites interférences. On a travaillé en tout cas avec chaque sur des conditions. On t'entend plus du tout. Enfin, on t'entend, mais c'est totalement brouillé. Il doit y avoir quelque chose d'autre qui brouille là. Je n'ai rien bougé. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est plus faible, mais c'est bon. Donc, du coup, ça a été d'inverser le regard et voir en quoi cette crise pouvait être génératrice d'opportunités. Et donc, on les a forcés pendant cette période d'inactivité d'imaginer, de concevoir et de mettre en place de nouveaux services. Donc voilà, j'ai essayé de rebondir en tout cas au plus vite, soit sur leur business qu'ils avaient mis en place ou sur un nouveau business. Voilà. Donc, par rapport à ça, donc, très rapidement, je ne vais pas être plus long que ça, mais je peux vous donner évidemment quelques grandes tendances. La première des tendances, qui est une réponse immédiate à ces nouvelles conditions de marché, c'était en lien avec évidemment les conditions sanitaires. Donc là, on a eu évidemment plusieurs startups, on va dire peut-être un tiers, qui ont vraiment réadapté leurs solutions par rapport aux gestes barrières, par rapport à la distanciation, voilà, des solutions aussi de détection. Je vais illustrer ça par un exemple. On accompagne une startup qui s'appelle Agi Digital qui propose des bornes d'information tactile. Et le tactile étant quand même un problématique vu les conditions sanitaires, donc elle a réajouté, elle a changé les fonctionnalités de sa borne d'information touristique en mettant des capteurs de mouvement pour que le tactile devienne du coup du non tactile,
elle y a réintégré aussi un distributeur de gel hydroalcoolique. Elle y a rajouté une caméra pour pouvoir détecter si la personne est détenteur d'un masque ou pas, parce que potentiellement sa borne est connectée à un portique d'entrée. Donc, vous voyez, donc, voilà donc en tout cas tout le travail au travers de cet exemple, je vous livre le travail en tout cas qui a été refait pour recréer des nouvelles propositions de valeur par rapport à un objet initial. Après, une autre tendance aussi, qui est le coup d'après, le coup du rebond, c'est on a travaillé aussi avec toutes les startups qui interviennent dans le processus de détection de leads pour les professionnels du tourisme, soit dans le monde de l'hôtellerie, du camping ou autre. Voilà, c'est tout ce qui vient traquer le parcours client d'un internaute, par exemple, sur un site internet, pour le ramener après dans un tunnel de comportement d'achat. Voilà, donc là, il y a pas mal de solutions là aussi qui ont vu le jour. On a une startup qui a travaillé sur une solution là, qu'il a intitulée TAKA, TAKA, qui est en fait une solution d'internet de séjour pour les conseillers, par exemple d'office de tourisme, qui vient connecter en fait une campagne de communication géolocalisée où il y a la bannière de la destination qui apparaît sur les sites de plus forte fréquence et qui ramène ça sur des prises de rendez-vous du conseiller en séjour qui représente donc une destination, et un peu à la formule Doctolib, on vient prendre un rendez-vous personnalisé avec un agent de conseiller en séjour sur une heure, un créneau horaire, et au moment de ce rendez-vous-là, l'internaute voit autant l'interface que le conseiller en séjour, de ses préférences, et vient lui créer en fait un roadbook automatique connecté qui peut lui envoyer après mail, SMS, QR code. Donc, c'est comment en fait on répond aux questions de la distanciation qui nous est imposée, mais on regarde son rôle de conseiller en séjour en ayant un contact personnalisé. Donc voilà, c'est comment aussi l'usage de la visioconférence qu'on a eu de manière peut-être accrue pour certaines ou découverte pour certains. Donc comment cet usage de visioconférence qu'on a eu pendant 3 mois, on le transforme ou en tout cas on l'adapte au métier du conseiller en séjour. Donc voilà, donc ça a été la deuxième tendance. Une des troisièmes qui s'est confirmée aussi, vu le contexte économique quand même très très compliqué pour la filière. Évidemment, il y a eu un accent qui a été mis sur toutes les solutions qui étaient d'une certaine frugalité ou solutions génératrices d'économie de coûts. Donc, c'est toutes les solutions digitales qui rentrent dans des process métiers. Et là, effectivement, là aussi, ça a été la manière d'appuyer encore plus sur le bouton et l'accélérateur pour ces solutions. Donc voilà, donc ça, on a vu qu'il y a eu beaucoup de répondants évidemment là-dessus. On a une startup qui propose de la carte touristique interactive avec des POI touristiques très très qualifiés et qui globalement a des coûts au final beaucoup plus compétitifs que ne serait-ce que Google Maps. Donc, et avec un rendu qualitatif aussi qu'on trouve, nous, en tout cas, à des niveaux bien supérieurs. Donc, voilà aussi un autre exemple sur lequel, effectivement, il y a toute opportunité pour les opérateurs touristiques de venir adopter la solution. Et c'est bien là-dessus, en tout cas, nous, on a insisté. Et c'est là où on essaye d'avoir en tout cas notre rôle, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, mais d'être un accélérateur dans l'adoption des solutions digitales, puisque souvent, et vous l'avez entendu, quelles que soient les filières économiques, aujourd'hui, la crise qu'on a vécue a été surtout un accélérateur de la digitalisation et de l'adoption de certaines solutions. Et là, en fait, certains ont dit, ben voilà, il n'y avait plus à hésiter, il fallait y aller, puisqu'en plus, il y avait le bénéfice d'une économie de coûts. Et puis, dernier point, parce que après, je pourrais en évoquer d'autres à la marge, mais on voit là plutôt sur du moyen terme que cette crise va être
aussi évocateur d'un nouveau sens donné au voyage. Donc ça, il va falloir que ça se convertissent au-delà des intentions, mais maintenant aussi dans la production des offres et dans la découverte de celles-ci, c'est que effectivement ces crises-là, on entend beaucoup parler évidemment d'un mouvement vers le tourisme durable, plus responsable, plus respectueux, etc. Et qu'il faut aussi arriver à mieux bonifier l'expérience avec le développement de nouveaux services, être beaucoup plus inclusif, voilà. Donc, effectivement, là, on a aussi des startups qui ont travaillé sur des business models beaucoup plus éco-responsables, beaucoup plus respectueux, en tout cas, des écosystèmes locaux versus, on va dire, les positions qu'on pourrait avoir vis-à-vis des grosses plateformes d'OTA. Donc, là, c'est une tendance qu'on sent. Donc là, c'est difficile, en tout cas, pour la saison de déployer tout ça. Mais on pense qu'en tout cas, que la fin d'année 2020, début 2021, ce sont des choses et des sujets qui ont été animés par toutes ces innovations, qui ont redonné aussi un sens, redonné un nouveau sens à la quête du voyage et aux engagements gérés des touristes et de ceux qui achèteront les prestations, les séjours, tout type d'offres. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et je répondrai bien volontiers à vos questions. En tout cas, le modèle de start-up, la conclusion que j'en ai, c'est que lui, il est agile, il est créatif et il sait, même si c'est très compliqué quand même aujourd'hui, d'un point de vue économique, il sait en tout cas s'adapter à ces situations de changement et de changement de paradigme même profond. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions, et s'il y a des questions, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si on regarde dans les conversations, s'il y a des questions, je pense que Marie les verra et les renverra. Moi, déjà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, tu parlais tout à l'heure de l'opportunité, maintenant qu'on est à distance, de faire un certain nombre de choses, c'est l'occasion, on peut discuter entre Nîmes et Nice sur des échanges d'expériences entre une association comme Télécom Valley ou un incubateur, accélérateur comme vous. D'autre part, tu as parlé on a parlé de Tourisme Lab, mais globalement, si on se connaît aussi, c'est parce que la Direction générale des entreprises favorise, avec son dispositif France Tourisme Lab, l'utilisation du numérique dans le tourisme. C'est un dispositif national, et donc c'est à ce titre-là que ce soit nous, Télécom Valley, vous-même et autres, on participe à cette réflexion de mettre en œuvre des laboratoires de numérique par rapport à tout cela. Tout à fait. Et nous-mêmes, nous sommes une association, donc entre associations, on devrait, voilà. Et on est amené de toute façon, là, de nos activités de l'accompagnement des territoires, on a d'ailleurs, on a eu une mission avec le Parc national du Mercantour il y a un an. Oui. Mais donc on est amené de toute façon et c'est ça qui est intéressant, à partager ça avec d'autres territoires et même des territoires ultramarins. Donc on est en tout cas heureux et content de partager aussi à la fois ces démarches et les retours d'expérience qu'on peut avoir. Dans le cadre du rebond dont on parle tous, il est important que nos entreprises du numérique nationales puissent se développer et que nos territoires touristiques puissent se développer. Donc, si on peut faire de la cross-fertilisation sur les deux, on est tous dans le bon côté. Il faut qu'il y ait une mutualisation des ressources et des moyens, sinon on ne va pas y arriver. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de questions dans le truc. Non, pas vraiment, mais reste avec nous. Il y en a une là, apparemment. Alors, on demande comment M. Bobin voit l'impact de l'évolution du rapport touristes nationaux, sinon européens, vers touristes autres continents. L'évolution du rapport. Si tu vas dans la conversation, tu vas avoir la question. Ouais. Voilà, dans Converser, si vous cliquez, vous avez là. La notion de rapport, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'elle soit un peu plus développée. Est-ce que c'est l'ouverture Je peux donner la parole à Alain, puisqu'il est intervenant aussi. Si il ouvre son micro, il peut poser la question plus facilement.
Vas-y, Alain. Oui, oui, merci Jean-Bernard. Non, en fait, la question, oui, effectivement, la notion de rapport, en fait, c'était le fait qu'on puisse assister dans le futur, alors au moins sur un moyen terme, peut-être pas long terme, mais sur beaucoup plus de touristes nationaux. Bon, c'est pour ça que je dis sino-européens, mais en particulier nationaux, par rapport à une proportion dans certains lieux, je pense bien sûr à notre Côte d'Azur, de touristes qui venaient d'autres continents, donc beaucoup plus lointains, c'est-à-dire donc des cultures, une approche peut-être touristique différente. Et comment éventuellement ça, vous voyez peut-être cette tendance qui pourrait être, sinon durable, en tout cas peut-être perdurer quand même un certain temps et peut-être même sur le long terme. Oui, enfin, on le voit, alors ça dépasse même, je dirais, là, en tout cas, l'innovation en tant que telle, mais on, on voit que le redémarrage de façon harmonieuse d'un tourisme international, on n'y sera pas pour cet été. Et que, évidemment, la réadaptation d'un écosystème touristique à ces nouvelles conditions de marché, ça s'organise. Il faut. Alors, de nouveau, tu as un problème de micro qui. Hands up. Non, on t'entend plus là. Non, on t'entend pas. Je crois qu'on va arrêter. Emmanuel, je suis désolé, mais ça coupe tout. Et je vais juste aller dans le sens d'Alain, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Nos startups qui ont développé beaucoup de choses en se disant qu'il est important qu'on pense localement, mais qu'on agisse localement, mais qu'on pense nationalement, internationalement. Pendant un certain temps, il va falloir peut-être bifurquer les différents développements en se disant qu'il va falloir viser en priorité les touristes français et européens, parce que les autres, ce n'est pas avant longtemps. Donc, là encore, de la ingénierie des systèmes sur le sujet. Tu as parlé de masques et de gestes barrières et autres. Donc, Pierre sent que je vais rebondir. Donc, je vais rebondir sur la solution d'Engit qui utilise l'intelligence artificielle par rapport à cela, sachant que nous sommes très focusés sur l'intelligence artificielle ici sur la Côte d'Azur, que ce soit avec le 3IA à Sophie Antipolis ou les différentes communautés sur l'intelligence artificielle, et donc parmi lesquelles Engit, qui est donc Pierre va nous parler avec son collègue de la manière dont l'IA peut faciliter le déconfinement des lieux touristiques. Pierre. Merci Jean-Bernard. Merci Jean-Bernard. Je vais demander à Marie si elle veut bien afficher la présentation, s'il te plaît. C'est bon la technique. Merci beaucoup. c'est bon? C'est magnifique, parfait. Okay. Merci Marie. Comme l'a décrit Emmanuel, en fait, je crois tous été surpris par cette crise sanitaire parce que bien évidemment personne ou presque ne l'avait prévu. C'était arrivé très vite, très fort. Donc ça a un peu secoué nos certitudes quelque part. Et donc la question qu'on s'est posée, on a tous été donc touchés aussi bien professionnellement que personnellement avec le confinement, avec le télétravail, avec les visios, avec tout ça. Se transformer aussi en instituteur parfois en même temps qu'on devait travailler, c'était pas facile. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment chez Engit on peut mettre à profit nos compétences pour contribuer à redynamiser nos clients et puis la région éventuellement par rebond. Et du coup, la question qui est arrivée derrière, c'est comment est-ce qu'on peut détourner les choses qu'on avait peut-être déjà commencé à développer pour les mettre au service des acteurs de la région et puis pour créer de nouvelles valeurs. Donc, j'ai très rapidement présenté Engit pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Merci Marie. Donc, Engit, c'est une ESN qui est dynamique, qui est orientée innovation, qui dispose d'un lab. On va en parler juste après très rapidement. C'est surtout une brochette de geeks, on appelle ça les geeks nous, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie d'avoir un impact aussi bien chez leurs clients que en interne, que partout où ils passent en fait. Hein. Donc si on zoome sur la petite bulle d'à côté, Marie s'il te plaît, merci beaucoup.
Super. Ce que j'ai envie de mettre en avant là, c'est plutôt le NJIT Lab, puisque c'est vraiment un bac à sable. C'est une aire de jeu dans laquelle aussi bien les collaborateurs peuvent venir s'exprimer pour aller explorer des choses qui les intéressent, des technos ou des secteurs en particulier ou des nouvelles propositions de valeur. C'est assez large comme description. Et puis on met ça aussi au service de nos clients qui nous sollicitent pour faire différentes explorations qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire en interne. Parce qu'ils sont occupés à gérer leurs activités opérationnelles, qu'ils gèrent souvent bien mieux que nous. Voilà, donc c'était juste pour vous décrire NJIT très rapidement. Donc on est, comme toute ESN, une entreprise qui propose des activités de service, aussi bien en R&D qu'en production, et qui conseille aussi beaucoup en transformation digitale, en audit de systèmes d'information, et ceux de Monaco à Montpellier. Donc on pourra croiser sans doute Emmanuel bientôt. Donc l'impact du Covid en PACA, notamment sur le tourisme, on l'a déjà un petit peu évoqué dans la présentation d'avant et dans les questions aussi. On s'est rendu compte d'une chose au travers de cette crise sanitaire, c'est que le tourisme, c'est quelque chose de très 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 important dans notre région, mais du coup c'est aussi quelque chose d'éminemment fragile. Le fait qu'on n'ait plus le droit de se déplacer, de sortir comme on veut, de venir des quatre coins du monde, ça a un impact assez important. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mesurer assez fortement ici. Et c'est là-dessus qu'on s'est intéressé. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre à profit pour essayer d'aider ces acteurs du tourisme qui sont un petit peu en difficulté à rebondir. Donc, je vous ai rappelé quelques chiffres très rapidement sur ce que c'était le secteur du tourisme avant le virus. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez lourd avec 10 milliards de chiffre d'affaires, 75 000 emplois directs. Et comme on disait aussi tout à l'heure, c'est beaucoup de gens qui viennent des quatre coins du monde, beaucoup aussi hors Europe, avec le Moyen-Orient, les États-Unis, la Russie, qui potentiellement cet été, en tout cas, ne pourront, si on en reste à la description qu'on a aujourd'hui, ne pourront peut-être pas venir. Donc d'où cette obligation aussi de rebondir, comme le disait Emmanuel, et de réorienter les activités pour certains, se dire comment je vais faire pour attirer d'autres personnes, pour attirer des gens plutôt nationaux, voire européens, et puis du coup pour aussi leur donner confiance, c'est-à-dire qu'il faut les rassurer pour qu'ils puissent venir dans notre région. Alors nous, qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps-là avant le virus? On avait déjà notre lab, on explorait pas mal de choses en intelligence artificielle, en reconnaissance faciale, en blockchain au travers de propositions de solutions, au travers du tourisme d'ailleurs, on a eu quelques éléments au travers du tourisme. On a eu des petites recherches aussi autour de la crypto-monnaie, et puis des recherches aussi qu'on continue encore sur l'automatisation de processus. Donc ça, c'était notre mode laminaire, je dirais, encore une fois, soit sollicité par des collaborateurs, soit sollicité par des clients. Et du coup, c'est là où on s'est dit, est-ce qu'on peut détourner certaines de nos recherches pour les rendre un peu plus utiles directement à la situation qu'on traverse aujourd'hui. Marie, s'il te plaît. Donc, on a eu notre fameux confinement. Ah, tu es un petit peu vite. Un petit cran en arrière, Marie, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, on a eu. Non, oui, c'est pas grave, ça va vite, c'est pas grave. C'est assez dynamique. Oui, donc on a eu le confinement, évidemment. Lorsqu'on a eu le confinement, les choses se sont arrêtées. Tous les beaux plans de faire venir les Russes, les Saoudiens et les Américains ont été un peu ralentis. Les restaurants ont fermé, les hôtels ont fermé, donc des réductions d'activité parfois allant jusqu'à 100%. Moins 100% pour le dire mieux. Donc ça a été un peu compliqué. Et donc du coup, nous, ce qu'on s'est dit, si tu veux bien, Marie, avance deux petits crans, s'il te plaît. C'est un peu dynamique. Un petit cran encore, s'il te plaît, Marie. C'est un peu, ouais, c'est un peu dynamique. Prédit. Donc, non, là tu as avancé un petit peu trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais rattraper, t'inquiète pas. Okay. Non, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est comment on va faire pour aider, en particulier, ce qui nous est venu à l'idée le plus vite possible, c'est les hôteliers, les restaurateurs, etc., qui étaient parmi les plus durement touchés par cette crise-là, se dire comment on peut les aider. Et on a tout de suite eu ce mot rassurance qui nous est venu à l'esprit en se disant comment on va pouvoir rassurer les gens à revenir au restaurant, revenir à l'hôtel,
revenir dans les Airbnb ou peu importe dans quels environnements, mais en tout cas rassurer les gens pour qu'ils reviennent sur la Côte d'Azur, parce que ça c'était vraiment quelque chose qui était important. Donc on a eu tous les débats autour des masques et on s'est dit, nous, puisqu'on a déjà de la reconnaissance faciale, qui nous permettait déjà d'identifier jusqu'à nominativement dans les endroits où la RGPD nous l'autorisait, bien évidemment, parce qu'on reste complètement conforme à la réglementation autour de nos projets. Mais sinon, on avait aussi d'autres applications en termes de marketing orienté, par exemple, pour connaître si c'est un homme ou une femme, pour connaître si c'est une personne qui est dans telle ou telle tranche d'âge, si elle est de bonne humeur, pas de bonne humeur, etc., pour pouvoir éventuellement lui pousser des messages qui seraient vraiment adaptés au profil qu'on aurait identifié, au persona, si je parle du X pour ceux que ça intéresse, qu'on aurait identifié en face de notre caméra. Donc on s'est dit, le premier step, ça pourrait être de détourner ces produits-là pour en faire des produits de reconnaissance de masque, pour pouvoir dire, je rassure les gens pour leur démontrer que chez moi, tout est respecté. Alors, il y a le masque obligatoire, c'est pas seulement de le dire, c'est aussi de le faire appliquer. On a vu que c'était pas le cas partout. Donc, on a détourné un petit peu ça. Merci Jean-Bernard de montrer l'exemple. On a détourné un petit peu ça en se disant, voilà, j'ai de la reconnaissance faciale. Maintenant, comment je vais faire pour en faire de la reconnaissance de masque à des fins de rassurance et de respect des règles aussi. Donc voilà, on a détourné tout ça en changeant nos algorithmes, en retravaillant les algorithmes. Vous savez que la reconnaissance faciale, c'est je reconnais une matrice du visage. Et là, en fait, la difficulté, c'est qu'on ne voit plus que les yeux. Donc, on n'a plus de nez, plus de bouche, plus d'oreilles, ou en tout cas très difficilement lisible. Donc, ça a été un petit challenge de faire ça assez rapidement, mais les équipes, ils sont assez bien arrivées. Je veux bien que tu avances un petit cran, Marie, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, c'était ce que je disais tout à l'heure quand on a commencé notre démarche dans ce sens-là, c'était de se dire comment on va pouvoir aider nos acteurs locaux à limiter la casse finalement. Donc, attirer cette nouvelle clientèle qui sera vraisemblablement, en tout cas à l'époque où on a commencé à travailler, qui était plutôt vraisemblablement nationale, voire régionale, à l'époque où on a commencé en mars-avril là-dessus. On sait bien que quand on est américain, russe ou saoudien, le panier moyen, c'est pas le même que quand on est français, malheureusement. Donc, il va falloir aussi qu'ils trouvent d'autres astuces pour faire grossir les paniers et continuer à développer leur chiffre d'affaires malgré tout, ou en tout cas limiter, encore une fois, la chute du chiffre d'affaires. Et puis aussi augmenter la durée du séjour, parce que c'est vrai que les touristes qui viennent de loin ont tendance à rester plus longtemps, ça c'est ce que montrent les statistiques. Donc nous, on a vraiment insisté sur ce côté rassurance que vous allez voir dans la petite image d'après, Marie, s'il te plaît. Toc. Donc voilà, donc on a bien pris en compte ce qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure, tout ce qui est écran tactile, lorsqu'on est dans des contextes où on n'a pas trop le droit de toucher, ou en tout cas on n'est pas forcément toujours rassuré de toucher des surfaces que d'autres auraient éventuellement touchées avant, avec tous les risques que ça peut comporter. Donc nous, on est resté dans de l'informatif, c'est-à-dire qu'il y a une caméra sur le totem, la caméra reconnaît la personne qui se présente, et soit on la félicite d'avoir mis son masque, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui respectent tout ça, ou soit on lui fait passer un petit message plutôt pédagogique, lui demandant du coup de respecter les règles, notamment à CAP 3000 par exemple. Donc voilà, c'était ça l'idée, et comme ça il n'y a plus de problème de je touche l'écran, je risque de me contaminer en touchant un écran. C'est vraiment une interaction simplement à distance, en toute sécurité sanitaire en tout cas. On peut avancer un petit peu, Marie, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc ouais, ça sont les cas d'usage. On s'est dit qui pourrait avoir besoin de ça. Donc bien évidemment les hôtels, les restaurants, on l'a dit tout à l'heure. Tous les lieux après touristiques, les POI dont parlait Emmanuel tout à l'heure, que ce soit un casino, que ce soit une aire de. Là j'ai pris une aire de station-service d'autoroute. Ouais, finalement c'est bête, mais les gens s'ils viennent par la route, il va falloir qu'ils soient aussi sécurisés dans ces environnements-là. Les plages évidemment aussi, où il y aura peut-être des demandes à nouveau aussi de distance de sécurité sur lesquelles on a commencé aussi à travailler en parallèle de tout ça. Donc tous les lieux, on aura besoin de cette rassurance pour que les gens se sentent à l'aise de venir. Je pense que ce sont des endroits où ces solutions-là peuvent être utiles, en tout cas, peuvent contribuer à ce rebond dont on parle depuis tout à l'heure. On peut avancer un petit peu, Marie, s'il te plaît. Donc on a fait avant, pendant, aujourd'hui. Et demain on souhaite transformer, en tout cas enrichir cette proposition de valeur avec ce qu'on appelle des services augmentés. Donc je vous ai évoqué tout à l'heure la possibilité d'identifier qui est devant
la caméra, notamment par exemple à l'entrée d'un centre commercial. Alors, ça reste, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, très anonyme, on ne stocke aucune donnée, c'est du temps réel. C'est de l'embarquer, donc il n'y a pas besoin de serveurs et d'installations très compliquées. Donc c'est un produit qui se suffit à lui-même, j'ai envie de dire. Tous les calculs se font en local. Et l'idée, c'est de se dire, mais quand j'ai quelqu'un qui rentre, si c'est une femme de 40 ans, je vais peut-être lui proposer tel parfum ou tel magasin à aller explorer aussi dans son centre commercial. Donc l'idée, c'est de faire du marketing orienté, mais pas agressif, plutôt bienveillant et respectueux de la RGPD notamment, parce que c'est un sujet qui est très très sensible lorsqu'on parle de données personnelles, et en l'occurrence, les images sont aussi des données personnelles sensibles. Donc il faut y faire très très attention. Donc voilà comment on voit la suite de ce projet. On peut avancer encore un petit peu, Marie, s'il te plaît. Et on est bientôt arrivé. Voilà, donc j'enfonce le clou par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Cette crise, elle a démontré bien évidemment que cette fameuse transformation digitale dont on parle depuis longtemps, un peu à tout va, un peu en buzzword parfois, et il y en a qui avaient pris beaucoup de retard dessus, et on se rend compte que c'est des crises comme celle qu'on traverse qui nous font prendre conscience que ça peut être en tout cas une partie de la réponse au développement d'une activité, ou en tout cas un développement d'une activité complémentaire dans certains cas. Voilà, donc c'était là-dessus que je voulais conclure, et puis on est à votre disposition évidemment si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la transformation digitale, puisque c'est aussi notre métier. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis prêt à répondre à vos questions avec Brahim si vous en avez. Alors, je vous dis en fonction s'il y a des questions, sinon peut-être qu'on pourrait les garder pour la fin. Oui. Jean-Bernard ? Oui, tout à fait, avant la question pour la fin. On en parlait, j'étais en mail avec Frédéric dimanche, je lui ai envoyé l'invitation sur son adresse d'il y a 10 ans. Donc, c'est pas grave, c'est quand on fait de l'automatisme, tous nos ordi et autres font des automatismes et ça part pas forcément au bon endroit. Mais de toute façon, on va partir maintenant en Europe, enfin, à Nice-Côte d'Azur, mais avec l'Europe. Donc, on va voir un petit peu ce qui se fait aussi dans le tourisme intelligent, dans le smart tourisme, dans le projet Smart Destination, dont Alain Château et Chantal vont nous parler maintenant. À vous, on vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voulais vous présenter donc Chantal Tozo, puisque nous parlons d'un programme de coopération transfrontalière, et Chantal travaille au service coopération transfrontalière de la métropole Nice-Côte d'Azur, et elle coordonne ce projet Smart Destination qu'on va vous présenter donc rapidement. Donc, on a préparé un petit support de présentation. Donc, je pense qu'elle pourra, alors à moins qu'il faille lui donner la main, mais faire le partage d'écran. Donc, si elle a la possibilité, comme ça, elle prendra la main sur le. Elle peut. Voilà, je pense que c'est le mieux, comme ça, elle contrôlera dès l'origine le document. Donc, juste pour dire, c'est un projet qui a été initié il y a déjà plus de 3 ans, et qui est vraiment tourné vers un constat que l'on avait fait, c'est que l'information touristique au sens très large, hein, si on parle des POI, on parle des événements, de tout ce qui peut tourner autour du tourisme, hein, donc toutes les activités connexes, ces informations-là, en fait, étaient soit pas toujours accessibles, soit de manière très disparate, très dispersée, ce qui était en fait un problème pour que des services, ou surtout des applications, des logiciels à valeur ajoutée qui sont capables aujourd'hui d'aider à personnaliser une expérience touristique, donc de créer un parcours touristique sur 1 ou plusieurs jours sur un territoire, avaient des difficultés en fait à accéder à l'information, et qu'on avait une information qui était beaucoup trop cloisonnée, trop fermée, et d'autre part que, qui plus est, lorsqu'elle est accessible sur un site, sur un territoire, mais on s'apercevait que même en France, et a fortiori entre des régions étrangères, le format de la donnée, la manière dont elle est décrite, les moyens d'y accéder, en fait, étaient très différents. Et donc, ce manque d'interopérabilité à la donnée crée en fait une difficulté pour tous les outils d'accompagnement des touristes à pouvoir effectivement se déplacer en mobilité. Donc, le but de ce projet, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je laisserai la parole à Chantal, ça a été vraiment une décision de territoire. Donc, ce sont des territoires qui se sont dit, on va essayer de créer une approche de facilitation, une sorte d'intermédiation entre ceux qui offrent
des services, des solutions, enfin des services de la donnée au niveau territorial et ceux qui développent en fait des logiciels, des applications qui vont jouer un rôle pour effectivement entre un territoire, les fournisseurs de services et d'offres et d'autre part bien, les utilisateurs, les clients qui sont les touristes. Donc on est vraiment dans une intermédiation, donc il n'y a aucune, je dirais, aucun ajout de contenu et il n'y a pas de volonté effectivement d'interagir dans la chaîne de valeur. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté voilà, sur ce rôle de mission publique. Donc je passe la parole à Chantal et on pourra après éventuellement donner quelques, voilà, répondre bien sûr aux questions. Oui, bonjour. Donc, oui, si vous pouvez partager la présentation. Ok, merci. Donc voilà, le projet Smart Destination, juste un petit peu le contexte, c'est un projet européen financé par le programme Interreg Maritimo France-Italie sur la programmation 2014-2020. Donc si on avance, on verra la petite graphique avec la zone du territoire des partenaires. Donc en rouge, la métropole Nice-Côte d'Azur avec aussi l'Office de tourisme de Nice et la CARF, donc la communauté de communes autour de Menton, pour l'Italie et la Chambre de commerce régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour l'Italie, la région Ligurie, la région Toscane et la région Sardaigne. Voilà, donc si on avance, voilà, l'objectif du projet Smart Destination, comme vous pouvez le voir dans la diapo, c'est de rendre les données touristiques des régions transfrontalières donc, qui participent au projet interopérables et prêts à être utilisés sur tout le territoire transfrontalier, à la fois par les producteurs de données pour offrir offrir une offre, enfin, des paquets touristiques et voilà, à la fois par les partenaires, donc les acteurs plus institutionnels. Donc, je peux comment intervenir? partager? Oui. Si je peux intervenir, on est typiquement dans ce qu'on disait globalement, comment favoriser le tourisme local, que ce soit national ou que ce soit européen proche. Oui. Or, ce sont des gens qui sont juste à côté de nous, donc c'est là encore comment favoriser ce tourisme proche et durable. Oui, exactement, et le favoriser aussi à travers l'outil informatique, c'est-à-dire avoir un seul outil sans télécharger, par exemple, l'application de la région Ligurie et l'application, je sais pas, de l'Office de tourisme de Nice et celle de la région Toscane. Donc voilà, et tout ça avec une solution informatique innovante permettant de mettre en commun voilà, les données dans un même format. On cherche voilà, à uniformiser les données dans un format ou possible européen, donc normalement Fileware. Donc si on avance, il y a la partie donc après. Donc c'est quoi aussi le projet Smart Destination? Donc c'est un projet informatique à destination du tourisme pour mettre en place un cadre permettant aux entreprises d'accéder aux données touristiques publiques standardisées, donc comme on le disait tout à l'heure, et de créer des produits transfrontaliers. Aussi faciliter la promotion touristique transfrontalière entre destinations en rendant les données interopérables et améliorer la gestion de la destination touristique transfrontalière avec un système d'échange de données homogène. Voilà, donc comment ça marche la solution informatique? Donc là, on rentre un peu dans le technique si on avance avec la diapo. Donc je ne suis pas forcément informaticienne, donc excusez-moi si voilà, mon vocabulaire des fois c'est un peu pas technique. Donc, quand on parle de données du projet Smart Destination, on parle surtout de 3 éléments. Donc, un outil et 2 acteurs. Donc, l'outil, c'est, comme vous pouvez le voir au milieu, la base de données Smart Destination, avec le tableau au centre, représenté par le tableau dans le centre, qui contient, dans notre cas, des informations touristiques comme par exemple, il peut être la description d'un musée, d'un parc, avec par exemple le nom, les heures d'ouverture, la géolocalisation, etc.
Donc, les acteurs sont d'un côté les producteurs de données, que vous voyez donc en vert. Oui, donc la présentation, c'est un peu en français, un peu en italien, parce qu'on l'avait préparée voilà, dans le cadre d'un copil de projet, donc on devait la traduire dans les deux langues. Donc, les producteurs de données sont propriétaires et responsables aussi de leurs données. La plateforme, chaque producteur de données collecte ses propres données et les range d'une façon différente. Donc, le but donc, de Smart Destination, c'est de ensuite retransférer les données de l'autre côté. Donc, on passe aux autres acteurs, les hébergeurs de données, et qui font une demande à la plateforme et obtiennent en échange les données touristiques. Et donc, on voit bien que le projet n'a pas le but, enfin la plateforme Smart Destination n'a pas le but d'organiser les données ou de le faire sortir voilà, dans un format standard. Après, chaque hébergeur de données, comme par exemple une application touristique, organise et montre les données comme elle le souhaite. Donc après, si on avance, voilà, qui sont les producteurs de données dont on vient de parler. Donc il y a les producteurs de données publiques. Donc concernant la production de données, chaque territoire est en lien avec ses acteurs locaux, donc par exemple les communes, Office de tourisme en France. Et chacun, comme on le disait tout à l'heure, recueille ces données touristiques de façon différente. Par exemple, l'Office de tourisme de Nice ou de la CARF ont des données stockées de façon différente et aussi rangées de façon différente. Toutes les données donc, qui sont fournies à chaque entité territoriale sont agrégées, organisées selon des critères voilà, qui ne sont pas les mêmes. Concernant par contre la consommation des données, les acteurs publics sont aussi consommateurs. Et voilà, donc par exemple, si quelqu'un vient à l'Office de tourisme de Nice et qui veut aller faire une balade à Ventigny, il n'aura pas peut-être assez d'informations sur le site de l'Office de tourisme de Nice. Et il n'y a pour l'instant aucune communication entre les bases de données de l'Office de tourisme de Nice et par exemple de la région Ligurie, qui a une application et un site internet qui s'appelle Visit Liguria. Et donc, voilà, qui a les données concernant son territoire. Voilà. Elles ne sont pas interopérables avec les nôtres. Donc, si on avance, voilà. Et par contre, qui sont les consommateurs des données? On peut avoir voilà, les consommateurs publics, comme je viens de dire, dans mon exemple avec le thème et la région Ligurie. Et si on avance, on va voir qu'il y a aussi les producteurs et consommateurs privés. Voilà, donc concernant les producteurs privés, on peut avoir par exemple différents types de données touristiques qui sont produites, comme par exemple le transport, l'hôtellerie, les agences de voyage, les parcs de loisirs, etc. Ces opérateurs font une saisie interne et voilà, enfin, ils organisent aussi les données comme ils le souhaitent ou alors en utilisant des programmes. Et donc, si on avance, voilà, les acteurs privés peuvent être aussi des consommateurs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, comme on voit dans l'application, dans la diapo, pour l'hôtellerie, il y a par exemple Booking qui consomme les données des différents hôtels ou alors les agences de voyage
aussi, voilà, ils sont des consommateurs de données. Et donc, eux aussi, ils auront besoin voilà, d'accéder à un type de format, enfin, pour leur faciliter la vie, on peut dire. Ça serait bien de leur faire produire un accès à des données standardisées pour un territoire vaste. Et donc, dans notre cas, voilà, de la région PACA et des autres régions italiennes impliquées dans le projet. Donc, après, on va voir le fonctionnement de Smart Destination. Donc, si on avance, on aura le petit schéma. Voilà, donc avec Smart Destination, toutes les données touristiques circulent dans le territoire. On peut permettre aux producteurs de données, aux autorités publiques voilà, d'accéder aux données et aussi aux autorités publiques. Par exemple, entre région PACA et région Ligurie, on peut permettre de lier les bases de données. Et voilà, pour développer ce système, il y a trois challenges auxquels on doit répondre. Donc, si on avance, on va les voir. Voilà, donc le premier, c'est comment lier les bases des données, par quoi commencer pour tester le système et comment proposer les systèmes aux consommateurs de données. Donc, pour répondre à ces challenges, on a différents partenaires. Donc, au premier challenge, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur qui a répondu. Et donc, c'est comment lier les bases des données. On a eu différents arguments à débrouiller parce que les plateformes étaient organisées différemment. Chacun doit garder la propriété des données et aussi doit s'assurer que ces données soient toujours à jour et accessibles à mobilité. Donc, la métropole Nice-Côte d'Azur a livré en janvier l'architecture Smart Destination que chaque partenaire a installée dans son propre système. Donc, le challenge 2, c'est par quoi commencer pour tester le système. Donc, sachant qu'il faut quand même faire des tests en transfrontalier parce que les données doivent être assez accessibles en mobilité et en permanence, qui doit être aussi commun et qui doit aussi amener le tourisme en des objectifs prioritaires. C'était aussi d'amener les touristes dans les territoires moins connus. Donc, voilà, pour ne pas centraliser trop de monde au même endroit où il y en a déjà. Et aussi, le challenge, c'est que ça doit être au moins trilingue, donc français-italien et en plus anglais. Donc, pour faire ça, on développe des case studies, des cas d'usage à tester soit localement, donc sur chaque territoire, et soit un cas d'usage et aussi un cas d'usage transfrontalier. Et voilà, pour démontrer et pour attirer aussi les entreprises, on envisage de préparer on est en train de développer une application démo qui sera prête probablement pour fin 2020 pour recueillir les premiers ressentis des entreprises, savoir si elles auront des retours à faire, un premier ressenti pour savoir si on doit encore faire quelques adaptations ou alors changer une partie de l'application, une partie du système. Cette application sera présentée probablement dans un événement à Nice qui aurait dû avoir lieu fin juin, début juillet, mais que probablement ça sera décalé vers, je pense, la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et donc voilà, l'application, c'est une application démo qui est développée par le partenaire Fondation Système Toscane, donc c'est une sorte de branche in-house informatique de la région de Toscane. Comment se présente cette application? Donc c'est une application, comme on l'a dit, trilingue.
Il y a une carte interactive où il est possible d'accéder au contenu partagé par les partenaires et les visualiser en modalité around me, donc comme des POI, ou les filtrer aussi sur la base des propres intérêts. Donc les données auxquelles l'app pourra accéder seront dans un premier temps les ports, les itinéraires, les événements et les POI. Donc à ce stade du projet, on est en train de travailler, on a défini les POI, donc le standard commun entre partenaires des POI, et on est actuellement sur les événements. Donc il nous manqueront ensuite les itinéraires et les ports. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, pardon, je n'ai pas trop expliqué, concernant les cas d'usage. Donc, on a prévu de faire des cas d'usage, disons, plus locaux, donc sur le format d'une demi-journée ou d'une journée, ou alors modalité modalité séjour avec une nuit. Et après, il y aura le use case, enfin le cas d'usage transfrontalier. Donc, c'est le cas, voilà, comme on voit dans la diapo du plaisancier qui se déplace d'un port à l'autre, par exemple Sardaigne, Nice, Gênes, et qui a besoin d'informations sur des tours à faire, sur la base aussi de la durée de son stationnement. Donc, par exemple, s'il reste une journée à Nice, je sais pas, l'application qui a, le développeur de l'application qui a accès à la plateforme Smart Destination pourra proposer une visite de 2 heures. Voilà. Mais disons, la particularité, c'est que, par exemple, dans le futur, dans l'avenir, l'application, enfin, le développeur qui aura accès à la plateforme Smart Destination pourra proposer donc les produits touristiques, donc par exemple l'excursion ou la visite de 2 heures, en accédant que sur une base de données. Et donc le plaisancier pourra utiliser la même application pour bouger entre France et Italie sans télécharger 3 ou 4 applications, une pour chaque territoire. Donc, pour terminer, le projet, normalement, devrait se terminer en mars 2021, mais on a obtenu une prorogation jusqu'en octobre. Et donc, après, l'objectif, c'est celui d'impliquer les autres, les territoires transfrontaliers qui ne sont pas impliqués, donc par exemple la Corse, et aussi d'attirer encore plus, d'attirer des entreprises pour qu'elles utilisent cette base de données transfrontalière et qui est interopérable. Donc pour qu'ils aient accès et pour créer des produits touristiques transfrontaliers. Ce que on ne trouve pas aujourd'hui dans le marché. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou Alain, tu veux peut-être rajouter des choses? Moi, j'ai 2 questions. J'aurais 2 questions. La première, c'est avez-vous discuté au niveau de la faisabilité avec les gens d'Apidae? Apidae, comme vous le savez, c'est l'open data dans le tourisme, et donc qui est déjà d'un certain nombre de complexités de partager des données. Ils font ça depuis des mois et des années, donc c'est très intéressant de discuter avec eux. Et ma deuxième question, c'est de quelle manière certaines entreprises locales sont-elles associées à ce projet ou pas? Donc les premières réponses, alors Rapidae, on les a rencontrées même avant la genèse, en tout cas pendant la genèse du projet, avant même de le contractualiser avec nos partenaires. Alors c'est vrai que, en fait, il n'y a pas d'incompatibilité en ce sens là, il faut bien comprendre. C'est vrai que c'est peut-être pas évident dans la présentation, mais on est vraiment dans l'approche, en fait, c'est vraiment d'uniformiser les modèles de données et les protocoles d'accès à la donnée, quel que soit en fait l'endroit où se trouve en fait un touriste.
et donc de façon à avoir vraiment une interopérabilité partout. L'idée, donc la différence qu'il y a avec donc Apidae, son but, parce qu'il y a un business model, Apidae c'est un modèle économique, là on est dans quelque chose qui normalement serait porté de manière, je dirais, plutôt transparente en fait par les collectivités territoriales. Dans Apidae, le but c'est que les producteurs de données viennent stocker, c'est-à-dire utilisent finalement la base de données Apidae comme étant leur base de données, l'endroit de stockage en fait de leurs données. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont directement alimenter Apidae. C'est ce qui se passe sur un certain nombre et de plus en plus d'offices de tourisme. Ce n'était pas le cas à cette date pour le 10 qui avait sa propre base de données, etc. Bon, les choses évoluent. De toute façon, là, je pense qu'il y a une évolution. On ne va pas entrer dans les détails politiques. Je pense qu'il y a une convergence qui est en train de se faire au niveau de la région. Là, l'idée, c'est vraiment que en fait, ce qui apparaît pas dans Smart Destination, c'est que c'est pas, en fait, c'est un portail, on va dire, c'est une sorte de portail qui fait un buffer des données, mais c'est pas à lui de gérer, en fait, il gère pas les données pour des producteurs de données. En fait, il sert simplement à offrir une interface, je dirais, standardisée à l'ensemble des utilisateurs, quels qu'ils puissent être, en fait, qui vont consommer ces données pour produire, en fait, du service client. C'est d'ailleurs pour ça que la différence de la base de données Apidae, là en l'occurrence, chaque territoire, quelle que soit sa taille, peut avoir effectivement une interface Smart Destination, une sorte de distribution, c'est quelque chose de virtualisé, mais ce qui fait que quel que soit l'endroit où on se trouve, on accède à la donnée exactement de la même manière et avec des modèles de données qui sont les mêmes pour un point d'intérêt de même profil ou de même catégorie. Dans le cas d'Apidae, l'idée, ça serait à ce moment-là, Apidae étant quelque part un producteur de données, finalement, intermédiaire, ça serait qu'effectivement, l'interface Apidae puisse s'aligner ou proposer un modèle standardisé, uniformisé de données, donc s'aligner sur des data modèles pour toutes les catégories d'informations touristiques. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu, et on galère d'ailleurs sur ça, c'est qu'il y a assez peu, à part un peu les POI, mais il y a assez peu de catégories, quand on parle des données touristiques dans toute leur diversité, tous les profils, il y a assez peu de catégories de données qui sont aujourd'hui avec des modèles standardisés. Je ne dis pas normalisés, mais standardisés. Et c'est pas Open Data Tourist qui est un peu, voilà. Donc en fait, c'est complémentaire d'Apidae pour moi, c'est quelque chose qui pourrait faire une couche vraiment d'intermédiation entre Apidae et tous les utilisateurs, mais qui ne remplace pas, qui n'a pas vocation à se substituer du tout à Apidae, qui est un agrégateur de données. Et pour les entreprises locales? Alors, les entreprises locales, aujourd'hui, on a travaillé avec pas mal d'entreprises. Donc aujourd'hui, on a des gens avec qui on travaille vraiment en contact étroit, c'est iFrom, qui est basé sur Beau-Soleil, et donc à Côte d'Azur. On a CarMap, qui est basé sur Monaco, qui est franco-monégasque. Après, on a des entreprises qui, on avait travaillé, bon, là, ils avaient des priorités, donc ils étaient prêts à travailler avec nous à partir de 2021, ce qui était jusqu'à maintenant un petit peu tard, c'était des entreprises comme Navili, par exemple, justement sur la plaisance, puisque c'était quelque chose qu'on aurait associé à l'accès aux données portuaires sur lesquelles travaille Navili, c'était de donner l'opportunité d'y associer une découverte en fait des territoires autour, effectivement, des villes portuaires, autour des ports d'attache. Donc là, à ce moment-là, c'était de la complémentarité. Après, il y a des entreprises, j'en cite certaines, parce qu'avec la CC Région, comme EasyTopia, Traveler Studio, Belforcom, Cloud Connect, My Little Adventure, Synertic, voilà, ça c'est des sociétés qu'on a contactées, mais entendons-nous, pour la plupart, par exemple, ce sont des éditeurs logiciels, par exemple, comme iFrom ou CarMap, le but, en fait, c'est de leur faciliter le travail. C'est vraiment pas de se substituer à eux. Hein. Et l'application dont a parlé Chantal, donc développée par la région Toscane, c'est une application, je dirais, de test, qui sera utilisable, mais qui n'a pas vocation, en tout cas pas pour nous, à se substituer à une offre bien sûr privée avec des outils qui seront beaucoup plus performants, qui vont utiliser ou interagir avec des produits, on a parlé d'intelligence artificielle, qui peuvent effectivement, pour être capables de customiser, de personnaliser justement des séjours. Le temps passant, non, c'est pas grave. Je vais donner la parole à Frédéric Dimanche, qui, je vois, est en ligne. Qui est en ligne depuis, j'allais dire la belle province. Non, ce n'est pas la belle province, c'est un pays ami, c'est pas la belle, mais depuis le Canada. Bonjour Frédéric et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bah, écoute, Jean-Berlin, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je n'avais pas participé à une réunion de la commission M-Tourisme depuis 2015, donc tu vois, ça date un petit peu.
Mais je vois quand même que je n'ai pas disparu parce que tu m'envoies toujours des emails à mon adresse Schema que je ne reçois plus depuis 5 ans. Donc, ça fait plaisir de vous voir tous. Donc, je me présente tout d'abord et je m'appelle Frédéric Dimanche, je suis professeur à Ryerson University au Canada, à Toronto. Donc, Toronto, vous voyez, c'est cette grande ville que vous voyez derrière moi. Ryerson University, c'est ce campus urbain que vous voyez aussi derrière moi, en premier plan, si je peux dire. Et j'ai passé une quinzaine d'années sur la Côte d'Azur à Sophia Antipolis où je travaillais pour l'école de commerce CERAM qui ensuite s'est appelée Schema Business School depuis 2009. Et puis j'ai déménagé ici en 2015 pour un nouveau défi, pour un retour en Amérique du Nord puisque j'avais travaillé longtemps aux États-Unis avant. Et je suis prof à Ryerson et je suis directeur d'un programme en management du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Je ne vais pas vous parler de techno parce que, premièrement, ce n'est pas mon sujet. Je vais vous parler un petit peu de tourisme au Canada. Et puis surtout, je voudrais vous faire partager avec vous que le tourisme au Canada au niveau M, mobilité, tourisme, application, etc., n'est pas du tout au même niveau que le niveau auquel vous êtes en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'en est pas là. Les problématiques de développement touristique sont un petit peu différentes ici et ce sera une conclusion, mais je crois qu'il y a un champ vierge d'application ici au Canada. Il y a quelques efforts qui se font au Québec, il y a quelques efforts en Ontario aussi, mais on n'en est pas, je me souviens des discussions qu'on avait en M-Tourisme il y a quelques années encore, on n'en est pas encore là au Canada. Donc, ce que je voulais faire, c'est vous présenter un petit peu un tour d'horizon de ce qu'est le tourisme au Canada et puis de ce que cela représente en ce moment en matière d'opportunités d'une part et puis de défis et de challenges d'autre part. Donc, le Canada, c'est un grand pays, vous le savez. C'est l'année dernière, je vais parler avant Covid, c'est une vingtaine de millions de touristes internationaux, ce qui n'est pas énorme, mais ça représente quand même 10% des emplois au Canada. Ça ne représente pas une part aussi forte du GDP qu'on peut l'avoir en France ou dans les pays européens qui sont très touristiques. C'est peut-être 3% du GDP, donc ce n'est pas énorme. Mais en termes d'emploi, c'est quand même fort. Et c'est un emploi aussi qui est particulier et qui donne au tourisme une dimension politique assez importante. C'est pour ça que le tourisme est de plus en plus mis en avant au niveau politique. C'est que c'est un peu la règle des tiers, je veux dire, c'est plus d'un tiers des emplois en tourisme sont donnés à des jeunes, donc c'est souvent une opportunité de premier emploi. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est que le tourisme, c'est aussi une opportunité de premier emploi pour les immigrants. Et le Canada, vous le savez, est un pays d'immigration. Vous avez derrière moi une photo donc, de Toronto. Pour vous donner une petite idée, Toronto est une population qui est la population de croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Et 50%, aujourd'hui, 50% des habitants de Toronto sont nés à l'étranger. 50% des habitants de Toronto sont nés à l'étranger. Donc, ça vous donne une idée de la diversité culturelle, d'une part, et puis des enjeux qu'il y a au niveau économique pour insérer les nouveaux arrivants, leur donner des emplois, etc. Et des études ont été faites ici pour montrer que le tourisme est souvent une planche d'accès, d'une part, et puis pour permettre de rebondir dans des insertions de différents secteurs. Dans mon école, notamment, j'ai une quarantaine de % de mes étudiants sont des étudiants étrangers et ce ne sont pas des gens qui viennent ici pour repartir ensuite. Beaucoup d'entre eux restent ici. Donc, l'éducation ici, l'école, c'est une ouverture à l'immigration. Avant Covid, pratiquement pas de chômage au Canada. Donc, au contraire, la problématique du tourisme, c'est ce qu'on appelle ici le labor gap. C'est le fait qu'il n'y a pas assez d'emplois pour toutes les opportunités de développement touristique qui existent. Alors évidemment, la donne a beaucoup changé en 3-4 mois, radicalement changé, vous le savez, d'autant plus que sur tous les emplois qui ont été perdus au Canada depuis le début de la crise du Covid, il y en a 35% qui sont attribuables au domaine du tourisme. Donc, c'est le secteur qui a reçu de plein fouet cette crise. C'est
bon, c'est absolument essentiel de comprendre ça. Donc, la diversité culturelle, le problème de mobilité au Canada est un problème géographique, c'est un pays qui est énorme, une concentration de population dans des grands pôles urbains qui sont de la côte est jusqu'à l'ouest, c'est Montréal, c'est Toronto, c'est Calgary en Alberta, et puis c'est Vancouver. Et puis ces 4 villes sont vraiment les moteurs de l'industrie touristique. Et on pense, et vous pensez toujours, quand vous parlez du Canada, on pense aux forêts, aux montagnes, aux caribous, etc. On a une image un petit peu bucolique du Canada. Ce qui est vrai, c'est un pays de grands espaces, mais c'est un pays dans lequel il est difficile de circuler. Pourquoi? Parce que l'infrastructure, justement, de transport n'est pas très bonne. On circule en avion, les espaces sont tellement grands, c'est très cher de circuler. Aller dans l'ouest du Canada, de Toronto, ça coûte aussi cher, si ce n'est plus cher que pour moi de Toronto de me rendre à Paris ou à Londres ou à Francfort. Donc, il y a une barrière à ce niveau-là. Et puis, une deuxième problématique, c'est justement cette barrière physique qui empêche un petit peu la dispersion touristique. La dispersion est une des choses les plus importantes ici en matière de gestion touristique par les gouvernements, parce qu'encore une fois, la plupart des revenus et des visites sont dans les villes. Et les villes sont pas loin de la frontière américaine. Donc, 85% du tourisme international est un tourisme américain. Donc ça, c'est important aussi. Il y en a beaucoup qui viennent en avion. Par exemple, il y a 30 liaisons quotidiennes normalement entre Toronto et New York, pour vous donner une idée de la fréquence, mais c'est surtout une visite aussi par ce qu'on appelle le rubber traffic, hein, ce sont les voitures hein, qui arrivent et qui traversent la frontière. Mais une fois que ces gens viennent au Canada, encore une fois, ils viennent dans les zones qui ne sont pas loin de la frontière, c'est Montréal, c'est Toronto, c'est Vancouver. Et après, à part quelques resorts pour aller faire du ski dans l'ouest ou un petit peu de tourisme de nature qui est un petit peu, encore une fois, autour, on va penser aux chutes du Niagara qui sont évidemment sur la frontière, le Québec, les Laurentides, etc. Les gens ont beaucoup de mal à se disperser et à produire de l'impact économique à l'extérieur de ces villes urbaines. Donc la dispersion est un problème parce qu'il y a des problèmes de transport, bien évidemment, puis aussi des problèmes d'information. Le touriste qui vient ici ne sait pas ce qui est disponible. Donc, même pour quelqu'un qui habite à Toronto, ça va être très difficile d'avoir de l'information sur ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut faire à 1h30 d'ici, 2h d'ici, 3h d'ici, dans la région des lacs, où on retrouve donc cette image classique du Canada, les lacs, les forêts, la pagaie, le canoë, le kayak, etc., etc. Donc, toutes les problématiques de développement touristique ici sont les problèmes de dispersion et d'information. Et là, je dirais, c'est une perche que je vous tends. Il y a du travail à faire parce que je crois que les Canadiens n'ont pas encore pris ça en compte au niveau de la technologie mobile. On n'a pas encore pris ça en compte très très bien, on n'a pas encore les outils, on n'a pas les apps dont vous parliez par exemple Chantal tout à l'heure dans votre présentation, on n'a pas encore ce type d'outils ou même cette réflexion pour développer des projets qui permettent la mobilité, qui permettent l'ouverture. On est encore très très loin de ça. Une autre barrière qui est très importante aussi au niveau technologique par contre, c'est que le Canada paradoxalement est un des pays où l'Internet est le plus cher. Les forfaits mobiles qui sont contrôlés par en fait une grosse compagnie, une sorte de monopole, il y a 2-3 autres marques, mais le monopole est quand même assez fort au Canada et les forfaits Internet sont extrêmement chers. Et comme il n'y a pas une urbanisation comme il y a par exemple en Europe où il y a beaucoup de villes, de villages les uns après les autres, etc., etc., le réseau n'est pas très disponible non plus. Et quand on va dans ces villes et ces villages,
et quand je dis des villages, parfois c'est vraiment tout petit, il y a très peu de disponibilité aussi en Wi-Fi. Alors quand on est en ville, évidemment, on n'a pas ce problème-là, mais dès qu'on veut s'écarter un petit peu, il y a un problème. Donc, c'est vraiment une barrière technologique aussi, même si on a des outils peut-être qui vont aider à la mobilité, qui vont aider à la prise d'information quand on voyage. Le coût de cette information est tel avec les forfaits Internet qui sont distribués par les grands opérateurs ici que ça devient une barrière, une véritable barrière à l'utilisation de ces données, de ces informations. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il y a un fossé entre le niveau de développement technologique vis-à-vis du tourisme ici. Alors évidemment, je ne parle pas des applications qui sont dues à des propriétaires, à des opérateurs comme les chaînes hôtelières par exemple, qui ont des apps que vous connaissez, les outils que vous connaissez, que ce soit chez Marriott, chez Hilton, chez Accor, etc. Ça, ils le font très bien aussi. Les compagnies aériennes, évidemment, le font aussi, mais au niveau des destinations, on est vraiment dans on va le dire, un désert d'informations. Et je pense qu'il y a des opportunités pour vous, je pense qu'il y a des opportunités pour des projets transfrontaliers. Et quand je dis transfrontalier, c'est au-delà de l'Atlantique. De l'Atlantique, exactement. Donc, c'est peut-être moins facile à gérer, mais bon, je suis sûr qu'il y a des possibilités. On est dans un pays aussi où l'État donne, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral, donne aussi de l'argent pour créer, pour développer, pour faire avancer le tourisme. Donc, il y a peut-être des opportunités aussi. Une autre barrière dont je n'ai pas parlé ici, mais qui existe quand même, c'est qu'on retrouve au Canada un petit peu les mêmes barrières que vous retrouvez peut-être quand vous faites des projets transfrontaliers en Europe. C'est-à-dire qu'on est un État fédéral, il faut bien le comprendre aussi. Donc, ce qui se passe en Ontario, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe au Québec, au Manitoba ou en Alberta ou en Colombie-Britannique. Donc, il y a des systèmes qui sont différents, il y a des gestions différentes. Il y a au niveau fédéral un ministère des entreprises et du tourisme. En ce moment, c'est ainsi qu'il est intitulé. Puis dans chaque province, il y a souvent un ministère du tourisme, de la culture, donc selon les intitulés qui peuvent varier aussi. Mais encore une fois, il n'y a pas une cohésion, une communication interprovinciale qui est extrêmement qui est riche et qui apporte une gestion globale au niveau national du tourisme dans le domaine de la gestion de la mobilité touristique. Donc voilà, je vois aussi que l'heure tourne, il est 9h25, donc je vais m'arrêter là, puis je vous invite à en discuter. Je ne voulais pas vous faire un PowerPoint parce que je sais que… Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes plein de PowerPoint en général. J'ai regardé un peu ce que vous faisiez avant, donc je sais que… Pas un problème. Voilà, donc je vous invite à peut-être en discuter maintenant si on a quelques minutes. Oui, on a le temps devant nous pour des questions, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, à prendre contact avec des collègues au Québec, notamment, si la langue est un frein pour vous, parce qu'il y a quand même, il y a l'UQAM, notamment l'Université du Québec à Montréal, où il y a des unités qui travaillent dans le domaine du management du tourisme en francophone. Et puis, dans le reste du pays, c'est essentiellement anglophone, mais il y a de quoi faire. Et je vous invite à tisser des liens. J'ai une première question, justement, quand tu parlais de ce côté fédéral et ce côté entre guillemets en retard par rapport à ce que nous faisons, nous, en technologie pour le tourisme. Le Québec aussi, ou ça dépend des fédérations? Alors, le Québec peut-être un peu moins. Et pourquoi? Parce que le Québec a une orientation francophone. Et donc, on sait qu'il y a des liens, il y a des… tu as peut-être en parlé, Jean-Bernard, des rencontres Champlain, rencontres du tourisme Champlain, qui font un lien justement entre les collègues du Québec et puis les collègues français notamment. Donc, il y a peut-être un peu plus d'échanges à ce niveau-là avec le Québec, mais je dirais que ça reste quand même assez léger, il faut bien le dire. Y a-t-il d'autres questions? Je ne veux pas être seul à poser. Peut-être de la part d'Alain Château, un commentaire. En fait, déjà, merci pour une présentation qui est très instructive parce que je n'avais pas cette vision effectivement du tourisme au Canada. Je pense qu'elle était un petit peu simplifiée.
ma vision. Je pense que c'était vraiment très, très pertinent. C'était pour dire que nous, en tout cas en tant que territoire, là je parle de la métropole et globalement la Côte d'Azur, mais surtout la métropole qui est un territoire qui a une très très grande partie, on a 85% du territoire qui est rural et plutôt alpin. En fait, on a effectivement dans un contexte différent, mais on est confronté à cette même question. C'est d'ailleurs ce à quoi on essaye de répondre, c'est d'avoir en fait un tourisme qui finalement est très littoral, mais un littoral urbain. Et énormément d'activités, de diversité, d'intérêts, surtout dans la partie, je dirais, découverte d'un territoire, de sa culture, de son histoire, de sa nourriture et puis des paysages. Un tourisme rural qui est très très limité alors qu'on a beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai qu'on a cette même difficulté, donc c'est peut-être en réfléchissant des fois ensemble qu'on trouve aussi des solutions, je dirais, qui soient partageables, pour arriver justement à ouvrir, à permettre de mieux personnaliser, à aider la découverte en fait de territoires qui sont méconnus, alors qu'en fait, finalement, ils permettent d'aborder totalement différemment le tourisme, d'avoir une autre expérience, d'aller vers le durable, justement. Et toute la question, c'est de donner accès à la donnée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir accès à l'information, je crois que vous l'avez très bien souligné, et même localement, on a une difficulté pour avoir accès à l'information de tous les petits services, de tous les petits producteurs, de tous ceux qui offrent des activités, mais de manière très locale, souvent c'est des TPE, hein, des micro-entreprises. Et ça, c'est vraiment un des grands défis dans la mesure où la plupart des outils aujourd'hui qu'utilisent, en particulier mobile, applications mobiles ou Internet, mais surtout applications mobiles qu'utilisent les touristes, en particulier étrangers, qui ne sont pas vraiment du cru, en fait, sont des outils qui donnent accès à une donnée qui est plutôt la donnée classique, je dirais, relativement commune. Et en fait, toute cette activité-là passe à travers. Et ça devient donc très compliqué pour des gens qui ne sont pas sur place d'oser aller découvrir, enfin d'avoir connaissance, comme vous l'avez dit. Je crois que ça a été remarqué que si elle a une bonne donnée, il faut que déjà on en ait connaissance, sinon on n'ira pas découvrir ce qu'on ne connaît pas. Donc je ne sais pas, cette question-là, j'aimerais effectivement, ça vaut vraiment la peine de l'approfondir parce que je crois qu'en plus, c'est une des parties du rebond touristique. En tout cas, nous, on le voit comme ça. Ce n'est pas simplement rétablir le tourisme comme avant. Je pense qu'il ne sera pas comme avant. Et peut-être qu'on n'a pas envie qu'il soit comme avant. Et pour démassifier et au moins mieux distribuer sur le territoire les touristes, je crois que vraiment cette question-là de l'accès à l'information et ensuite d'avoir donc des outils beaucoup plus travaillés comme l'intelligence artificielle, tout ce qui est le deep learning, etc., qui va permettre de personnaliser justement des séjours. Tout ça, c'est vraiment le but, mais s'il n'y a pas le carburant de départ qui est la donnée, et une donnée accessible, compréhensible, interprétable, effectivement, on n'ira pas loin. Est-ce qu'on parle d'open data au Canada? Pardon? Est-ce qu'on parle beaucoup d'open data au Canada et dans le tourisme en particulier? On en parle de plus en plus. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de loi, à ma connaissance, à ce niveau-là. Mais bon, il y a de l'information quand même. Mais pour revenir à ce manque d'information et ce développement du tourisme rural, encore une fois, j'insiste sur la distinction entre un touriste urbain qui est très présent sur les grandes villes frontalières et puis plus loin, c'est le Grand Nord, littéralement, et c'est le Grand Vide. La crise du Covid est en train de mettre ça et de montrer ça, en fait. Et tous les opérateurs au niveau territoire, c'est-à-dire les régions touristiques, hein, les DMO, ils sont en train de réaliser que la condition de leur survie, ça va être de se faire connaître. Non pas seulement par les internationaux, parce qu'ils ne viennent plus pour l'instant, mais surtout même par les Canadiens. Et les Canadiens, ça c'est aussi une caractéristique dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, le déficit, la balance commerciale touriste pour le Canada est largement déficitaire. C'est-à-dire que les Canadiens vont passer leurs vacances à l'étranger. Ils vont dans le sud, ils vont au soleil, ils vont en Floride, ils vont dans les Caraïbes, ils vont au Mexique, ils vont en Europe. Et puis les marchés qui viennent ici, Destination Canada, qui est la National Tourism Organization, ils font des efforts sur 10 pays principaux, 10 marchés. Ils ont environ un budget de 30 millions de dollars canadiens pour promouvoir le Canada sur 10 marchés, qui sont essentiellement, c'est pas compliqué, hein, c'est les États-Unis bien sûr, c'est l'Inde, c'est la Corée du Sud, c'est le Japon et la Chine, et puis le reste, c'est les pays d'Europe de l'Ouest. C'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est, j'ai oublié le Mexique, pardon, en dessous, et puis c'est le Royaume-Uni. Et là, avec Covid,
ils ont transposé ces 30 millions de dollars qui ne servent plus à rien puisque les frontières sont fermées, ils ont retransposé ça pour bénéficier le tourisme local. Mais maintenant qu'ils sont en train de donner de l'argent aux destinations locales, les destinations locales sont en train de réaliser qu'ils n'ont pas véritablement les outils et la connaissance, comme vous le dites, Alain, pour aussi communiquer correctement à l'intérieur des terres, si je puis dire, pour faire venir les Canadiens. Et non seulement il y a un manque d'information, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a un manque d'infrastructures au niveau transport, et un manque d'infrastructures, ne serait-ce qu'au niveau activité et animation. Comment pourrait-on faire pour échanger des touristes contre de la techno? Nous avons besoin de touristes qui viennent chez nous et nous avons besoin que nos sociétés technologiques puissent venir chez vous. Absolument. Alors, comment pourrait-on faire pour, en particulier, bien sûr, que ce soit NGIT, que ce soit d'autres entreprises localement, pour travailler sur la technologie de tourisme? Y aurait-il un meilleur moyen que d'autres pour justement les aider et donc vous aider aussi pour valoriser votre destination? À réfléchir. Tu parlais de l'UQAM, tu parlais des rencontres de tourisme Champlain, bon, il y a beaucoup de discussions, mais pour la techno, on parle beaucoup du Québec qui est très techno en intelligence artificielle, en vidéo, en tout ça, et donc on se dit, oui, le Canada est hyper technologique, et puis ce que tu nous dis, non, mais on est là, on est prêt, les entreprises sont prêtes. Comment pourrait-elle venir et travailler avec vous? Alors justement, tu parles d'intelligence artificielle. Je crois que Montréal se positionne comme ville dans laquelle il y a beaucoup d'activités sur l'intelligence artificielle. Il y a des boîtes françaises qui sont impliquées, mais je n'ai pas encore vu cette application dans le domaine du tourisme. Et donc, il faudrait s'adresser à qui pour essayer de pénétrer ce marché, à ton avis? Alors, il y a des… ça, je t'enverrai ça par courrier. Je t'enverrai ça par courrier. Il y a quelques organisations qui… il y a quelques organisations qui ne sont pas publiques, qui sont privées, mais avec un soutien public qui permettent justement des rencontres d'entreprises, qui font de la création d'entreprises, qui permettent les startups, etc., qui font de l'aide aux startups. Ces startups ne sont pas forcément technologiques sur ce que j'ai pu voir dans sur ce qu'ils présentent, sur leur information, mais ça permettrait de discuter avec eux parce que ce sont des gens dont l'objectif est de mettre en relation différents acteurs. Donc, je te mettrai en relation avec eux. J'aimerais bien avoir l'avis sur le sujet, un petit peu d'Emmanuel. Vous m'entendez? Oui. Nous, on a notre cousin, le MT Lab, donc à Montréal. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, donc là, j'étais encore avec Martin, mon homologue, jeudi dernier. Donc c'est Martin Lessard qui gère le MT Lab au sein des locaux de l'UQAM. D'ailleurs, il est au 7e étage des bâtiments de l'UQAM. Je pense que c'est l'interlocuteur privilégié avec évidemment Paul Arsenault et Pierre Belrose au niveau des conseils du tourisme de Montréal. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà en tout avec ces gens-là qu'il faudrait communiquer. C'est exactement à eux auxquels je pensais. J'allais t'envoyer, Jean-Bernard, leurs coordonnées. On connaît Paul. De toute façon, Paul Arsenault, il adore venir en France. Il adore ça. Il adore ça. Ouais, après, de manière opérationnelle, c'est celui qui a les mains dans le cambouis, c'est Martin. Oui. Oui, tout à fait. Alors, Martin, je l'ai vu une fois, il est venu. Alors, bon, ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes, c'est que il est venu faire, au mois de février d'ailleurs, juste avant Covid, janvier ou février, il est venu à Toronto pour faire une présentation sur le MT Lab et pour inviter la communauté torontoise à réfléchir à des liens justement avec le MT Lab et avec le Québec. Mais je crois que c'est la première fois qu'il venait pour parler du MT Lab à Toronto. Mais comme nous, après, il y a innovation. Donc, toutes les innovations ne sont pas liées à la donnée, ne sont pas liées à l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a la spécificité aussi à Montréal, c'est aussi parfois aussi de mélanger les industries des contenus. Voilà. Mais bon, il y a suffisamment de ressources là-bas. Enfin, ils ont pareil que nous, ils ont des panels assez larges d'innovation
Donc, et puis, voilà, ils sont très holistiques, donc ils s'intéressent à tout comme nous, donc il n'y a pas de problème. Ok. Y a-t-il d'autres questions pendant que nous avons Frédéric avec nous depuis toujours Ottawa? Je confonds toujours Ottawa et Toronto, mais c'est depuis Toronto. Toronto. Ottawa est la capitale Je sais. fédérale. Peut-être. Alain? Oui, une question pour Frédéric. Je voulais savoir, est-ce qu'il sait le type d'outils ou de compagnon de mobilité, enfin que sais-je, d'applications que les touristes en particulier nord-américains, enfin américains, on va dire, donc des États-Unis, utilisent en fait quand ils viennent? Est-ce qu'ils ont justement ce genre d'application, et est-ce qu'il y a un petit peu une application type en fait qui est populaire? Pas vraiment, j'ai pas l'impression. Bon, il y a des gens qui utilisent TripIt, tu dois connaître TripIt. Oui. Bon, mais TripIt, c'est très bon, c'est très voyage, quoi. C'est transport, c'est hôtel, etc. C'est pas très porté sur le territoire, les attractions, etc. À ma connaissance, il n'y en a pas. Comme tu disais, les gens, surtout dans les grandes villes, donc c'est l'avion, l'hôtel à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Exactement. Ça va être là. Ok, d'autres questions? Je vois qu'il y a un Christophe qui te dit bonjour à chaque fois. Je ne sais pas qui est Christophe, mais… Bonjour Christophe. Pas d'autres questions ou à d'autres intervenants? Il y a eu tout à l'heure une question d'une jeune étudiante, mais elle a eu la réponse par ailleurs par le fil de conversation aussi. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, on va vous voit pas remercier. dans le chat. On va vous remercier de votre intervention. Pour information, tout ceci donc, a été enregistré pour être sur YouTube. Donc, si vous avez des gens qui, parmi vous, n'avaient pas pu participer, ou voudraient voir un petit peu ce qui s'est dit, entendu et autres, eh bien, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Télécom Valley. Donc, merci à tous.